Tu es dehors. Nous n'avons pas besoin de toi, a envoyé mon père. Ma sœur a répondu, enfin. J'ai renvoyé un texto, bon timing. Je viens d'annuler vos paiements. À minuit 5, le chat de la famille s'est enflammé avec 47 nouveaux messages et beaucoup de panique. Je n'aurais jamais pensé que la rupture avec ma famille ressemblerait à une rupture amoureuse. Ce n'était pas une dispute dramatique, pas de cris pendant le dîner de Thanksgiving, ni de confrontation laide dans l'allée. Non, c'est arrivé de la manière la plus anticlimatique possible, un seul message de mon père, qui est apparu dans notre discussion de groupe pendant que je me brossais les dents. Tu es dehors. Nous n'avons plus besoin de toi. J'ai ri en le voyant pour la première fois, comme si c'était une blague. Il n'avait jamais rien envoyé de tel auparavant. Le type envoyait à peine des textos, à moins que ce ne soit pour me demander de transférer de l'argent sur leur compte, ou pour me rappeler d'aller chercher les médicaments contre le cholestérol de maman. J'ai regardé le message, clignant des yeux, attendant une suite, comme lol bou je plaisante. Mais elle n'est jamais venue. Puis ma sœur a sauté sur l'occasion, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie, enfin. Celui-là m'a fait un peu plus mal. Elle et moi n'avions jamais été proches, mais je ne savais pas qu'elle me détestait vraiment. J'avais payé son loyer 2 fois, payé ses manuels scolaires à l'université, et même aidé à lui trouver une voiture d'occasion quand la sienne a été accidentée. Elle avait dit merci une fois, par texto. Le silence qui a suivi a duré peut-être 3 secondes. Puis j'ai répondu, bon timing. Je viens d'annuler vos paiements. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Je suis allé à la cuisine, je me suis versé un verre de vin, et je me suis assise au comptoir, regardant le chat de groupe sur mon téléphone s'allumer comme s'il avait pris feu. À minuit 5 précise, j'avais 47 nouveaux messages en attente. Je ne les ai pas lus tout de suite. Je voulais rester un peu plus longtemps dans le silence. C'était la première fois depuis des années que je sentais que j'avais un certain pouvoir dans cette famille, parce que ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que je maintenais leur petit monde en place depuis bien plus longtemps qu'ils ne voulaient l'admettre. Ça a commencé doucement, comme toujours. Ma mère a été opérée du genou il y a 5 ans et avait besoin de quelqu'un pour la conduire à la kinésithérapie 2 fois par semaine. Mon père était trop occupé par le travail. Ma sœur était à l'université et ne voulait pas perdre ses quarts de travail du week-end, alors je me suis dévoué. Puis sont venues les livraisons de courses, les papiers d'assurance, la fois où j'ai quitté le travail au milieu d'une réunion parce que maman avait oublié ses médicaments et était trop anxieuse pour prendre le bus. La première fois que j'ai payé une de leurs factures, c'est parce qu'on leur avait coupé l'eau et qu'ils n'avaient pas le temps d'aller au bureau. C'est devenu une habitude. D'une manière ou d'une autre, je suis devenu le fonds d'urgence, le service de transport, la ligne d'assistance émotionnelle et l'assistante non rémunérée, tout en un. Mais je n'ai jamais dit non. Pas une seule fois. Je n'arrêtais pas de me dire que c'est ce que font les familles. On ne compte pas les points. Jusqu'à ce qu'ils le fassent. Quand mon père a été promu il y a 1 mois, tout a changé. Ce n'était pas une petite augmentation, il gagnait soudainement de l'argent réel pour la première fois depuis des années. Je ne l'ai appris que parce que ma tante l'a mentionné lors d'un barbecue. Ce soir-là, je lui ai envoyé un texto de félicitations et j'ai reçu un emoji pouce en l'air en retour. Rien de plus. En 1 semaine, les demandes ont commencé à se tarir. Ma mère a annulé notre café hebdomadaire. Ma sœur a cessé de répondre à mes messages. Plus de « peux-tu nous aider avec » ou « peux-tu envoyer ?» Juste le silence radio. Je pensais qu'il commençait peut-être enfin à se débrouiller seul. Il s'est avéré qu'il n'avait tout simplement plus besoin de moi. Cette prise de conscience a été dure. Le pire, ce n'était pas le message en soi, c'était sa désinvolture. La façon dont ils m'ont jeté comme un vieux manteau qui prenait de la place dans le placard. Pas d'explication, pas de gratitude, juste tu es dehors. J'ai passé le reste de la nuit à faire la liste de chaque compte, abonnement et paiement récurrent liés à moi. Leur forfait téléphonique à mon nom, le Spotify Premium de mon père, le Kindle Unlimited de ma mère, le compte Netflix que ma sœur utilisait plus que quiconque, tout était à moi. Un par un, je suis allé dans l'application bancaire et j'ai annulé les virements mensuels que j'envoyais pour aider avec les courses et les factures. Je me suis connecté au calendrier familial et je me suis retiré. J'ai supprimé le chat de groupe de mes favoris, je les ai retirés des listes de contacts d'urgence, je les ai empêchés d'utiliser mon compte Uber, et j'ai même changé le mot de passe du compte Ulu que je savais qu'ils utilisaient tous les dimanches soirs. Je ne pense pas qu'ils aient réalisé combien de ficelles invisibles je tenais,
jusqu'à ce que je les coupe. À minuit 10, après avoir nettoyé le dernier compte, j'ai finalement ouvert les messages. Ma mère était passée de la confusion à la panique. Que veux-tu dire par annuler? Quel paiement? Mon père essayait de paraître dur, on s'en sortira sans toi. Ma sœur, toujours la star du drame inutile, tu es une garce égoïste. J'espère que ça en valait la peine. Et puis, bien sûr, est venue la carte de la culpabilité, après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce qu'ils avaient fait. J'ai fermé l'application sans répondre. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des années. Le matin après les messages, je me suis réveillé dans un silence troublant, pas paisible, vide, comme si quelque chose avait été arraché à l'air. J'ai fait du café, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai regardé le chat de groupe. 63 messages non lus. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai juste laissé là, vibrant de temps en temps comme une mouche mourante sur le rebord de la fenêtre. Je savais ce qu'il y aurait dans ces textes, des chantages affectifs, des exigences, une histoire révisionniste. Finalement, la curiosité a gagné. J'ai commencé par ma mère. Tu vas vraiment faire ça à ta propre famille? Je n'arrive pas à croire à quel point tu es ingrate. Nous nous sommes occupés de toi pendant des années. Puis sont venues les menaces. Tu dois rendre tout ce que tu as qui vient de nous. Cette voiture, les meubles, les choses que nous t'avons données quand tu as déménagé. Et enfin, tu n'es plus la bienvenue dans cette famille. C'est celui-là qui m'a achevé. Ça ne m'a même pas mis en colère, juste vidé. Le genre de message qu'on attendrait d'un propriétaire, pas de sa mère. Cette voiture? Je l'ai achetée. Chaque paiement est sorti de mon compte. Le canapé? Un truc marron de seconde main qu'ils m'ont donné parce que le leur arrivait et qu'ils ne voulaient pas payer les frais d'enlèvement. Tout ce qu'ils m'ont donné. C'était risible. Si on faisait les comptes, ils me devaient des années de loyer, de transport, de courses, de congés, de vacances annulées, de courses à la pharmacie tard le soir et de week-ends passés à garder les enfants de ma sœur pour qu'elle puisse se vider la tête. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Je n'ai même jamais demandé de remerciement. Mais ils avaient raison sur une chose, je ne faisais plus partie de la famille. Alors, j'ai officialisé les choses. D'abord, les serrures. J'ai appelé un serrurier cet après-midi-là. Il est venu 1 heure plus tard. Je n'ai pas seulement changé la porte d'entrée, j'ai changé la porte latérale, le clavier du garage, et même la petite serrure stupide de l'abri de jardin. Toutes les clés de rechange auxquelles ils auraient pu avoir accès, je les ai toutes récupérées. Il y en avait encore une sous la fausse pierre dans le jardin. Je l'ai prise, je l'ai posée sur l'allée et je l'ai écrasée avec un marteau. Puis je suis passé au numérique. Je me suis connecté à tous les comptes avec lesquels je les avais aidés, l'abonnement Amazon Prime que je leur avais laissé utiliser, le portail d'assurance en ligne pour les médicaments de maman que j'avais créé avec mon email, j'ai changé le mot de passe. Tous les services de streaming ont disparu. Tous les paiements automatiques sont arrêtés. Leur compte Uber, qui utilisait encore mon ancienne carte de crédit. Le calendrier familial que j'avais géré pendant des années, rendez-vous chez le médecin, visite chez le vétérinaire, anniversaire, supprimé. Il m'a fallu environ 2 heures pour m'effacer de leur vie. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai ouvert la boîte inifuge que je garde dans le placard, celle avec tous mes papiers, relevés bancaires et contrats, et j'en ai sorti un dossier intitulé Urgence. À l'intérieur se trouvait le numéro de Ben, mon avocat. Je l'avais engagé il y a 2 ans après un problème avec un client indépendant qui avait essayé de ne pas me payer. Je l'avais gardé sous contrat depuis. Je lui ai tout raconté, chaque virement, chaque compte, chaque facture que j'avais payée au cours des 5 dernières années. J'ai demandé ce qu'il pourrait essayer de réclamer. Il m'a dit de garder une trace de tout, ce que j'avais fait. J'étais le genre de personne qui garde les reçus. Je l'avais toujours été. Je ne faisais pas confiance à la mémoire. Tu es couverte, a-t-il dit. Mais je garderai un œil sur eux. Et c'est là que quelque chose a changé en moi. Je n'étais plus seulement blessé, j'étais sur mes gardes. Je les connaissais. Je savais comment leur esprit fonctionnait. Quand des gens comme ça se sentent en droit de vous avoir pendant assez longtemps, ils ne savent pas comment gérer le rejet. Ils réécrivent l'histoire. Soudain, vous êtes le méchant. Vous leur devez quelque chose. Vous les avez trahis. Peu importe ce que vous avez fait pour eux. Au moment où vous arrêtez,
il le peigne comme si vous aviez toujours été le problème. Effectivement, quelques jours plus tard, ma cousine m'a envoyé une capture d'écran d'une publication Facebook de ma mère. C'était une petite chose vague et manipulatrice, avec un fond pastel et une police cursive. Parfois, l'enfant pour lequel vous sacrifiez le plus est celui qui vous tourne le dos quand vous avez le plus besoin d'eux. Les commentaires affluaient. Tellement désolé que tu traverses ça, Sharon. Les jeunes d'aujourd'hui sont tellement égoïstes. Tu as fait de ton mieux. Que s'est-il passé? Elle n'a pas répondu à celui-là, bien sûr. Elle a juste dit, c'est trop douloureux pour en parler. S'il vous plaît, priez. Elle savait ce qu'elle faisait. Je n'ai pas commenté. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je n'ai pas corrigé la version. Cette partie de moi, celle qui voulait expliquer, justifier, prouver ma version, avait disparu. Laissez-les raconter leur histoire. J'avais mes reçus et la vérité. Pendant environ 2 semaines, ce fut un calme bienheureux. Pas de texto, pas d'appel. Ni d'eux, ni de ma sœur, ni des gens qui passaient et demandaient des faveurs parce que tu es la seule qui comprend, Velma. J'ai commencé à sentir que c'était peut-être vraiment fini. Mais bien sûr, ce n'était pas le cas, car quand vous coupez les ponts avec des gens qui ont l'habitude de vous saigner à blanc, ils ne passent pas simplement à autre chose. Ils complotent. Et un matin, j'ai ouvert mon placard, j'ai cherché un vieux livre où j'avais l'habitude de cacher de l'argent quand j'étais enfant, juste en cas d'urgence, et je n'ai rien senti à l'intérieur. J'ai feuilleté les pages. Vide. J'ai vérifié encore, et encore. Mes mains ont commencé à trembler. 20 000 euros. Disparus. C'est là que j'ai su qu'ils étaient entrés chez moi. C'est arrivé un jeudi matin, le genre de matin qui ne ressemble à rien jusqu'à ce qu'il se transforme en tout. J'avais eu une crevaison la veille, alors j'ai décidé de travailler de chez moi. Vers 11 heures, je suis allé dans mon placard pour sortir un vieux dossier avec des papiers pour mes impôts. Le dossier était derrière une rangée de livres que je ne touchais plus, ma collection d'adolescentes de romans de Brontë et d'anthologies de poésie usée. Un livre en particulier a attiré mon attention, Léo de Hurlevent, épais, relié, et lourd de bien plus que du simple papier. Ce n'était pas un livre, pas vraiment. C'était un coffre-fort. Je l'avais évidé quand j'avais 14 ans, en découpant le centre avec un vieux cutter dans ma chambre. À l'époque, il contenait de l'argent d'anniversaire et des notes que je ne voulais pas que ma sœur lise. En grandissant, l'habitude est restée. Même après avoir ouvert un vrai compte d'épargne, j'aimais savoir que j'avais de l'argent liquide à portée de main, mon argent au cas où. Au fil des ans, je l'avais accumulé petit à petit. Chaque fois que je recevais une prime en freelance ou un remboursement inattendu, j'en ajoutais. 20 par-ci, 50 par-là. Personne ne savait qu'il existait, pas même mes amis, juste moi et peut-être, juste peut-être, ma mère. Il y a des années, quand j'ai emménagé dans cette maison, elle m'avait aidé à déballer mes cartons. Elle avait pris le livre et avait ri en le trouvant trop léger, l'avait feuilleté et avait fait un commentaire sur le fait que j'étais sournoise. J'avais ri avec elle. Je n'y avais pas réfléchi à 2 fois. Quand j'ai ouvert ce livre, il était vide. J'ai vérifié à nouveau, j'ai feuilleté chaque page, je l'ai secoué. Rien. Puis j'ai vérifié les autres livres, les tiroirs, sous le plancher où j'avais caché une carte d'anniversaire. Tous les endroits qui avaient jamais contenu quelque chose d'important ont disparu. Tout. 20 000 euros envolés. Et pas une seule serrure n'était forcée. Aucune porte forcée, aucune fenêtre brisée. Aucun signe d'effraction. J'ai su alors ce qui s'était passé. Je le savais. De la même manière que l'on sait qu'un verre va tomber avant qu'il ne touche le sol. Ils avaient utilisé la clé. Pas la clé de la porte d'entrée, j'avais changé toute celle-là après qu'ils m'aient coupé de leur vie. Mais j'avais oublié la porte du sous-sol. Elle avait une vieille serrure extérieure que nous n'utilisions pas beaucoup, et je n'avais pas eu le temps de la remplacer. J'avais donné cette clé à mon père quand il était venu il y a 2 hivers pour voir une fuite. Je ne l'ai jamais redemandé. Il l'avait encore. Ils sont entrés. Silencieux, propres, chirurgicaux, direct vers la cachette, entrée et sortie. Ce détail m'a glacé plus que l'argent manquant. Ils n'étaient pas venus pour détruire quoi que ce soit. Ils n'ont pas pris la télé ni mon ordinateur portable. Ils sont venus pour une chose, l'argent. Et ils savaient exactement où le trouver. Je suis resté assise sur le sol pendant un long moment.
Sans pleurer, sans crier, juste en regardant le livre vide comme s'il pouvait changer d'avis et me le rendre. Puis je me suis levé, j'ai verrouillé manuellement la porte du sous-sol et j'ai appelé la police. Ils ont envoyé un policier pour prendre la déposition. Il a été compréhensif mais honnête, sans surveillance ni signe d'effraction, il serait difficile de porter plainte. J'ai donné des noms quand même, je leur ai dit qui je croyais l'avoir fait, comment ils seraient entrés et ce qu'ils auraient pris. Quand il est parti, j'ai appelé Ben, mon avocat. Il est venu le lendemain matin, a apporté un bloc-notes, a posé des questions et avait l'air plus furieux que moi. Avez-vous des relevés des retraits d'argent, une preuve que l'argent existait, qu'il était dans la maison? J'ai sorti la photo. Il y a des années, j'avais pris une photo du livre et vidé comme une blague pour un ami. Elle montrait la cachette à moitié pleine avec une légende qui disait « Ma paranoïa d'adolescente à payer ». C'était suffisant pour Ben. Il a rédigé une lettre le même jour, une demande de remboursement des fonds volés avec un délai de 5 jours, sinon nous porterions plainte pour vol civil et demanderions la restitution par voie judiciaire. La lettre était directe, sans émotion et froide d'une manière qui m'a fait sentir, pour la première fois depuis un moment, que j'avais une véritable armure. J'ai envoyé la lettre par courrier recommandé. Puis j'ai attendu. 2 jours plus tard, ma sœur a rompu le silence. Pas mes parents, mais ma sœur. Elle m'a envoyé un message directement. Sérieusement, tu poursuis maman et papa? Tu es folle? Ils traversent une période difficile. Tu as de l'argent. Quel est le problème? C'était si désinvolte, si méprisant, comme si ce n'était qu'un malentendu, comme si cet argent leur était dû. Je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, elle a enchaîné. Tu es cruel. Tu sais qu'il ne ferait pas ça s'il n'était pas désespéré. Tu fais toujours partie de cette famille, que tu le veuilles ou non. J'ai regardé cette dernière ligne pendant un long moment. Toujours partie de cette famille. C'est là que j'ai compris, pour eux, la famille ne signifiait pas l'amour. Cela signifiait l'accès. L'accès aux faveurs, l'accès à l'argent, l'accès à moi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé qu'ils ne m'avaient jamais vu comme une fille. Ils me voyaient comme une ressource. Et maintenant, cette ressource se rebellait. Ils n'allaient pas laisser passer ça sans se battre. Et moi non plus. Le 5e jour après que Ben ait envoyé la lettre de mise en demeure, j'ai reçu l'email de confirmation qu'il l'avait reçu, avec accusé de réception. Toujours aucune réponse de leur part. Pas d'appel, pas d'excuse, pas d'explication, juste un silence qui semblait lourd de sens. Je pensais qu'ils temporisaient peut-être, essayant de trouver quoi faire. Peut-être qu'ils cherchaient l'argent. Peut-être qu'ils avaient honte. Mais cette illusion s'est brisée 2 jours plus tard. Je préparais le déjeuner quand quelqu'un a commencé à frapper à ma porte d'entrée. Pas frapper, mais commencer. Je n'ai même pas eu besoin de regarder. Je savais déjà que c'était ma sœur. Elle ne m'avait pas contacté directement depuis des semaines, à part ce message pour me culpabiliser. Maintenant, elle était devant ma maison, criant comme si nous étions dans une émission de télé-réalité. « Tu fais vraiment ça? Tu poursuis papa et maman ?» Je suis resté derrière la porte, hors de vue, et je l'ai laissé crier. Je n'allais pas lui donner la satisfaction d'une dispute en face à face. C'est ta famille, Velma. On ne poursuit pas sa propre famille. Je n'ai pas répondu. Elle a continué. Tu sais pourquoi ils l'ont fait? Tu sais qu'ils ne l'auraient pas fait s'ils n'en avaient pas eu besoin. Je n'ai toujours rien dit. Puis elle a dit la phrase qui m'a tout révélé, ils ne l'ont pris que parce qu'ils savaient que tu le leur cachais. J'ai arrêté de respirer. Ce n'était pas une supposition, c'était un lapsus. Elle venait de l'admettre. Elle a essayé de se rattraper, criant quelque chose sur le fait d'avoir été poussé à bout et que j'avais toujours été égoïste, mais j'avais déjà entendu ce qu'il fallait. Finalement, elle est partie, en marmonnant des insultes assez forts pour que les voisins entendent. J'ai appelé Ben immédiatement. On continue, ai-je dit. Il n'a pas hésité. En 24 heures, il a déposé la prochaine série d'actions en justice, vol civil, demande de restitution et remboursement des frais de justice. Ce n'était plus un simple avertissement, nous passions à l'offensive. Et c'est là que mes parents ont finalement répondu, mais pas avec des excuses. Par l'intermédiaire de leur avocat, ils ont admis avoir pris l'argent, mais ont affirmé que ce n'était pas un vol. C'était un remboursement. Ils ont fait valoir que l'argent que je gardais chez moi était, selon leurs termes,
une partie de dette familiale de longue date. Mon père a dit que j'avais bénéficié financièrement et émotionnellement de décennies de soutien, et qu'il était raisonnable pour eux d'en réclamer une partie maintenant qu'ils étaient dans le besoin. Ma mère a affirmé que s'occuper de moi jusqu'à l'âge adulte leur avait imposé un fardeau financier pour lequel ils n'avaient jamais été indemnisés. Ils ont cité de vieilles factures d'épicerie, des factures de services publics de l'époque où je vivais à la maison, et même l'usure de leur véhicule dû à des années de courses et de rendez-vous. C'était risible jusqu'à ce qu'ils aillent plus loin. Ils ont déposé une contre-poursuite. Ils me poursuivaient pour soutien et services impayés accumulés. Ils ont dressé une feuille de calcul des coûts qu'ils estimaient que je leur devais, certains inventés de toutes pièces, d'autres déformés au-delà de toute reconnaissance. Ma sœur a même inclus une plainte pour détresse personnelle due à l'exposition au comportement toxique d'un frère ou d'une sœur. Elle demandait une compensation. Je me suis assise dans le bureau de Ben, tenant ses papiers comme s'ils venaient d'une autre planète. C'est de la folie, ai-je dit. Ils n'étaient pas en désaccord. C'est stratégique, a-t-il dit. Ils espèrent que vous paniquerez, que vous retirerez votre plainte et que vous réglerez l'affaire en privé. Il s'agit de vous faire peur. Mais l'effet a été l'inverse. Je me sentais lucide. Ils ne se sont pas contentés de me voler, ils voulaient inverser l'histoire, tordre la vérité jusqu'à ce que je sois le méchant. Et plus j'y pensais, plus je réalisais à quel point ils l'avaient fait souvent. Comme quand j'ai arrêté de leur donner de l'argent tous les mois et qu'ils ont prétendu que je leur refusais mon aide, ou quand je n'ai pas conduit ma mère à son rendez-vous avec un préavis de 2 heures et qu'elle a dit à la famille que je l'avais abandonnée. Chaque fois que je posais une limite, ils appelaient ça une trahison. Et maintenant, ils essayaient de m'enterrer sous des papiers et de fausses plaintes. Alors, j'ai commencé à me préparer. J'ai parcouru mes dossiers, j'ai sorti des relevés bancaires, des captures d'écran, de vieux emails. J'ai fouillé dans des années de reçus, de calendriers, de virements financiers. J'ai établi une chronologie. Pendant ce temps, quelque chose d'autre se produisait qu'ils n'avaient pas prévu, les gens commençaient à savoir. Ma cousine m'a contacté, puis ma tante, puis une femme avec qui ma mère jouait aux cartes au centre communautaire. L'histoire fuyait parce que ma sœur ne pouvait pas se taire. Elle se plaignait à qui voulait l'entendre, essayant de susciter la sympathie. Mais ça ne marchait pas, parce que plus les gens en entendaient, plus ça paraissait mauvais. Ils ont pris quoi? Ils sont entrés par effraction chez elle, ils ont volé ses économies, et maintenant ils la poursuivent en justice. Ça se propageait tranquillement mais rapidement, et mes parents commençaient à le sentir. Ma tante m'a appelé en larmes, a dit qu'elle avait confronté ma mère, et que ma mère s'était effondrée, disant que j'essayais de détruire la famille, que je déformais les choses pour les faire passer pour des monstres. Mais je n'avais rien à déformer. Il l'avait fait tout seul. Ben a appelé plus tard cette semaine avec d'autres nouvelles. L'expertise comptable de leurs finances, oui, nous l'avons demandé, a montré qu'ils n'étaient pas en difficulté. Pas du tout. Ils avaient de l'argent sur des comptes de retraite, une propriété locative payée et plusieurs mois d'économies intactes. Ils ne se noyaient pas, ils étaient juste en colère de ne pas avoir accès à mon argent. Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils avaient besoin d'argent, a dit Ben. Ils l'ont fait parce qu'ils se sentaient en droit de le faire. Il avait raison. Il ne s'agissait jamais de désespoir. Il s'agissait de contrôle. Et maintenant, avec la vérité qui se dévoilait en public et la date du procès approchant, ce contrôle leur échappait. Ils n'allaient pas laisser cela se produire tranquillement. Et je n'avais aucune idée de la laideur qu'ils étaient sur le point de déchaîner. La fin n'est pas venue dans une salle d'audience. Elle est venue en chuchotement, en capture d'écran et en humiliation publique. Après que mes parents ont déposé leur contre-poursuite, tout a commencé à fuiter. Je n'ai rien dit à personne, mais ma sœur ne pouvait pas se taire. Elle avait trop besoin de validation. Elle a raconté à une cousine sa version des faits, comment j'étais devenue folle et avait poursuivi nos propres parents pour un malentendu. Mais ensuite, cette cousine a partagé les messages, les vrais messages, et soudain, l'histoire ne collait plus. Ça s'est propagé comme une traînée de poudre. Le texto de mon père, tu es dehors. Nous n'avons plus besoin de toi. La réponse de ma sœur, enfin. Ma réponse, bon timing. Je viens d'annuler vos paiements. Tout a fini dans notre discussion de groupe familial élargi. Et de là, c'est aller plus loin, aux vieux amis de la famille, aux voisins, même aux gens de leur église. En quelques jours, la réputation parfaite de mes parents s'effondrait au ralenti. Ma tante m'a appelé la première,
sa voix un mélange d'incrédulité et de fureur. Velma, est-ce vrai? Ils t'ont pris de l'argent? Je n'ai pas nié. Je n'ai pas expliqué non plus. J'ai juste dit, il y a une affaire en cours. Tout sortira bientôt. Ce silence au bout du film en a dit assez. Elle savait. À la fin de la semaine, les gens parlaient. Quelqu'un m'a envoyé une photo de ma mère au supermarché du coin, se disputant avec une femme près de la section des fruits et légumes. La femme avait demandé, « Est-ce vrai que vous avez volé votre fille ?» Ma mère aurait éclaté en sanglots et laissé son chariot derrière elle. Ça aurait été triste si ce n'était pas si prévisible. Ils avaient bâti toute leur identité sur le fait d'être la bonne famille. Ceux qui organisaient les fêtes, donnaient à l'église, postaient des photos souriantes tous les dimanches matins. Maintenant, tout le monde savait que c'était un acte. Ben, mon avocat, était implacable. Chaque email de sa part était comme un progrès. Il avait trouvé la preuve que mes parents n'étaient pas du tout en difficulté financière, plusieurs comptes, une propriété locative, même un fonds d'investissement. L'idée qu'ils avaient le besoin de l'argent était un mensonge. Ils n'avaient pas été désespérés, ils avaient été avides. Cela m'a mise plus en colère que le vol lui-même. Ils auraient pu demander de l'aide. J'aurais peut-être dit oui, même après tout. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont simplement pris. L'audience était prévue pour la semaine suivante, mais avant même qu'elle ne commence, leur avocat a pris contact. Il avait l'air fatigué, presque vaincu. Il a dit qu'il voulait régler l'affaire discrètement. Il rendrait la totalité du montant plus une partie de mes frais de justice si j'acceptais la confidentialité. Ben m'a regardé de l'autre côté de la table. C'est à vous de décider, a-t-il dit. Vous avez déjà gagné, techniquement. Cela ne fait que décider de la publicité que cela aura. Je n'ai même pas hésité. Pas question, ai-je dit. Nous allons finir ça correctement. Il a souri, à peine. C'est ce que je pensais que vous diriez. 3 jours plus tard, nous avons reçu une notification officielle. Ils retiraient leur contre-poursuite, rendaient la totalité des 20 000 €, couvraient une partie des frais et fournissaient une reconnaissance écrite d'avoir pris l'argent sans consentement explicite. C'était l'équivalent juridique d'agiter un drapeau blanc. Ils ne s'étaient pas excusés. Ils n'avaient même pas appelé. Mais ils avaient été forcés d'admettre la vérité sur papier, là où elle ne pouvait être ni tordue ni réécrite. C'était suffisant. Ben et moi avons signé les papiers le lendemain matin. Dès qu'ils ont été déposés, j'ai viré ces honoraires et j'ai fermé le dossier qui avait vécu sur mon comptoir de cuisine pendant des semaines. L'affaire était close. Mais les retombées ne l'étaient pas, car une fois que le règlement est devenu un document public, le reste de l'histoire s'est répandu. Les gens qui avaient autrefois défendu mes parents ont cessé de répondre à leurs appels. Les voisins ont cessé de saluer. Même leur pasteur leur aurait encouragé à prendre un peu de distance par rapport à la congrégation. En d'autres termes, ils ont été tranquillement exilés. Je n'ai pas célébré. Il n'y avait rien à célébrer, juste une sorte de calme épuisé, un silence qui n'était pas paisible, mais final. L'argent est réapparu sur mon compte 10 jours plus tard. J'ai regardé les chiffres, me souvenant de la difficulté avec laquelle j'avais travaillé pour chaque dollar. J'aurais dû me sentir soulagé, mais tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue. Le soir même, ma sœur m'a envoyé un texto, « Contente maintenant ? Tu as gagné. » Pas d'excuses, pas de prise de conscience, juste du ressentiment. J'ai supprimé le message et j'ai bloqué son numéro. Puis j'ai fait de même avec mes parents. J'ai de nouveau changé mes serrures et j'ai même installé un système de caméra. Je voulais m'assurer qu'ils ne franchiraient plus jamais ce seuil. Une semaine plus tard, j'ai reçu une dernière nouvelle. Leur propriété locative, celle qu'ils utilisaient comme revenu d'appoint, avait échoué. Les locataires ont déménagé après avoir découvert ce qu'ils avaient fait. Apparemment, ils ne voulaient pas louer à un couple qui volait sa propre fille. C'est là que j'ai réalisé que le karma ne s'abat parfois pas d'un seul coup. Parfois, il démantèle simplement les gens lentement, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne leur reste que ce qu'ils méritent, le silence, la honte et l'un l'autre. Ça aurait dû me faire du bien, mais non. Gagner contre sa propre famille ne ressemble pas à une victoire. On a l'impression de s'amputer d'un membre pour arrêter l'infection. Quand les gens me demandent ce que j'ai appris de tout ça, je ne leur raconte jamais toute l'histoire. Je dis juste ceci, si vos propres parents sont prêts à vous voler pour de l'argent,
vous ne regarderez plus jamais l'amour de la même manière. Parce qu'une fois que les gens qui vous ont élevé prouvent qu'ils préfèrent votre portefeuille à votre confiance, vous commencez à vous demander si quelqu'un, ami, amant, n'importe qui, est jamais vraiment sûr à laisser entrer. Ça aurait été plus simple s'ils avaient simplement disparu, s'étaient effacés, avaient appris la leçon, s'étaient assis dans leur honte et avaient continué leur vie comme des gens normaux, avec ne serait-ce qu'un soupçon de décence. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionnent les gens comme eux. Pendant quelques semaines après le règlement, il y a eu du calme. Pas de messages, pas d'apparitions, plus de cascades juridiques ridicules. L'argent était de retour sur mon compte. Leur nom était bloqué sur mon téléphone. J'avais installé de nouvelles serrures, un système de caméra, et je m'étais assuré qu'aucune clé, à part la mienne, n'existait plus. Ça aurait dû être fini, mais les gens comme mes parents ne savent pas quand partir. Ça a commencé par de petites choses. Une carte d'anniversaire dans le courrier, non signée, mais j'ai reconnu l'écriture, la même cursive pétillante que ma mère utilisait quand elle laissait des mots dans ma boîte à lunch. Un email à mon adresse professionnelle, depuis une adresse jetable, avec juste pour objet, « Tu es heureuse maintenant ?» Puis une cousine a appelé pour dire qu'elle avait croisé ma mère à la banque. Apparemment, ma mère continuait de dire aux gens que nous traversions juste une mauvaise passe, que tout ça avait été un gros malentendu qui avait dégénéré, qu'elle espérait qu'un jour Velma retrouverait la raison et rentrerait à la maison. À la maison. Comme si cet endroit avait jamais été sûr. Mais le vrai point de rupture est survenu un dimanche après-midi, à la fin de l'automne. Je venais de rentrer d'une longue randonnée, l'air vif, les feuilles à moitié mortes sur les arbres. J'ai tourné dans ma rue et j'ai vu une voiture familière garée juste après mon allée. Une Honda marron, une bosse sur le pare-chocs arrière, et la plaque d'immatriculation avant légèrement tordue. La voiture de mon père. Je me suis figé au milieu de la rue, je suis resté là, la sueur séchant sur mon cou, les mains toujours serrées autour de ma bouteille d'eau vide. Ma mère est sortie la première, comme si c'était normal, comme si elle était juste de passage dans le quartier et pensait dire bonjour. Elle avait l'air plus vieille, plus mince, les cheveux plus gris que dans mon souvenir. Elle a souri comme si de rien n'était. Mon père est resté au volant. Bien sûr. Elle a commencé à marcher vers moi, lentement, prudemment, les mains jointes devant elle comme si elle se faisait petite, non menaçante. Elle s'est arrêtée à environ 3 mètres, juste hors de portée de ma propriété. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas scié. Elle a dit mon nom une fois. Je n'ai rien dit. Puis elle a dit, on peut parler ? Juste parler. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Il pensait encore qu'il y avait une version de cette histoire où il pourrait être pardonné, où je les laisserais s'expliquer, pleurer, peut-être offrir des excuses hésitantes, et nous retournerions tous à jouer à la maison. Il ne comprenait pas la différence entre blessé et fini. Je n'étais plus blessé. J'en avais fini. Je me suis retourné et j'ai rebroussé chemin. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai même pas regardé en arrière. J'ai fait le tour du pâté de maison, je suis revenu et j'ai attendu au coin de la rue jusqu'à ce que je voie leur voiture s'éloigner. Plus tard dans la nuit, elle a laissé un message vocal. Il était court. Nous voulons juste arranger les choses. Nous ne nous sommes pas rendus compte jusqu'où cela irait. Elle n'avait toujours pas compris. Ça n'est allé nulle part. Ils l'Y ont emmené. Ils ont ouvert cette porte, franchi cette ligne, vidé ce livre, puis ont eu le culot d'agir surpris quand je ne me suis pas laissé faire comme avant. Le lendemain matin, j'ai changé de numéro. Le même jour, j'ai mis ma maison en vente. 3 semaines plus tard, elle était vendue. J'ai déménagé dans une nouvelle ville, une nouvelle maison, de nouvelles serrures, aucune trace d'eux. Je me suis assuré que même le suivi du courrier n'incluait pas leur nom de famille. J'ai changé mes contacts d'urgence, j'ai rédigé un nouveau testament, j'ai tout mis à jour. Table rase. Ils ne savent pas où j'habite maintenant. Ils ne le sauront jamais. Le livre évidé est venu avec moi, mais il ne contient plus d'argent. Maintenant, il contient des copies de tout, le procès, le règlement, les journaux de mai, les textos. Je le garde non pas parce que j'ai peur, mais parce que j'en ai fini de m'expliquer. Si jamais quelqu'un essaie de réécrire cette histoire, j'ai le scénario original. Et les gens ont essayé de la réécrire. Une ancienne voisine m'a appelé une fois, a dit qu'elle avait vu ma mère pleurer sur son porche, disant que sa fille lui manquait. Elle a demandé si je pouvais peut-être trouver dans mon cœur la force de leur parler à nouveau.
Je lui ai dit que j'avais trouvé dans mon cœur la force de partir et de ne pas regarder en arrière. C'était la dernière fois que quelqu'un me posait la question. Ce qui est drôle, c'est que les gens comme mes parents comptent sur le silence. Ils comptent sur le fait que la plupart des enfants ne parleront pas de ce qui se passe à huis clos, qu'ils protégeront l'image, avaleront la douleur et les laisseront porter le récit parce que c'est plus facile que de tout démolir. Mais ils ont choisi la mauvaise fille pour ça. Ils m'ont utilisé pendant des années, mon argent, mon temps, ma culpabilité, mon silence. Et quand j'ai arrêté de donner, ils ont pris. Quand j'ai essayé de les tenir pour responsables, ils ont riposté. Et quand ils ont perdu, ils sont quand même revenus en rampant, non pas pour se racheter, mais pour reprendre le contrôle. La différence maintenant, c'est que je sais qui ils sont, et je sais qui je suis sans eux. Plus forte, plus calme, plus affûtée, plus silencieuse peut-être, mais pas silencieuse. Parce que quand les gens vous montrent à quel point votre confiance compte peu pour eux, vous arrêtez de parler leur langue. Vous parlez en porte close, en adresse non répertoriée, en numéro changé et en messages vocaux non retournés. Et quand ils se présentent enfin dans votre rue, essayant de tester cette dernière limite, vous les laissez voir votre visage une dernière fois, juste assez longtemps pour qu'ils réalisent que la porte à laquelle ils frappent ne mène plus nulle part où ils sont les bienvenus. Et puis vous partez pour de bon. La dernière grande mise à jour. Je pensais vraiment que c'était fini. Nouvelle ville, nouvelle maison, nouveau numéro. J'ai tout changé. Personne ne savait où j'étais. Pas de lieu partagé, pas de réseaux sociaux publics. J'étais enfin libre. Ou du moins, c'est ce que je pensais. 6 mois après mon déménagement, une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres. Pas un email, pas un appel téléphonique, une lettre physique, manuscrite, sans adresse de retour, juste mon prénom sur l'enveloppe, orthographié correctement de la manière exacte que ma mère utilisait toujours, le bavdou à la fin, pas l'orthographe plus dure que tout le monde utilisait par défaut. Je l'ai regardée pendant un moment, je ne l'ai pas ouverte tout de suite, je ne l'ai même pas touchée. Je suis entré, je l'ai posée sur le comptoir et je l'ai regardée comme si elle pouvait exploser. Une partie de moi voulait la brûler sans la lire, mais la curiosité a gagné. À l'intérieur, il y avait une seule page. Pas de salutation, pas de date, juste ceci, nous vendons la maison. Les choses ont changé. Tu devrais passer avant qu'elle ne soit partie. Tu voudras peut-être la voir une dernière fois. Certaines de tes affaires sont encore ici. Pas de nom, mais je n'en avais pas besoin. C'était eux. Ce qui m'a le plus surprise, ce n'était pas la tentative de me contacter, mais le ton, comme si de rien n'était, comme si nous étions encore une famille normale avec des choses à régler, comme si s'introduire chez moi, me voler, mentir, me contre-poursuivre, puis m'embusquer devant ma maison n'avait pas tout mis fin. Je n'ai pas répondu, mais ça m'a trotté dans la tête. Vendre la maison signifiait qu'ils étaient sérieux. Peut-être qu'ils déménageaient, peut-être qu'ils essayaient de réduire leur train de vie après les dégâts, peut-être qu'ils essayaient de fuir. Je m'en fichais. Je n'avais besoin de rien de cette maison. Mais quelque chose me démangeait, l'idée qu'ils emballent le peu de preuves de mon existence qui restait et les jettent à la poubelle. Alors, j'ai pris une décision. Je suis revenu une dernière fois. Je ne suis pas allé à la maison, je n'ai contacté personne. Je me suis juste garé à un pâté de maison et je suis passé devant comme une étrangère, la capuche relevée, la tête baissée. Elle était vide. Le porche était nu, pas de meubles, pas de carillon. Les rideaux avaient disparu. Un panneau à vendre devant. L'herbe était morte, la peinture s'écaillait aux fenêtres. L'endroit avait l'air vidé, comme s'il avait vieilli de 20 ans en 6 mois. Et à ce moment-là, je n'ai rien ressenti. Pas de tristesse, pas de nostalgie, juste une étrange satisfaction silencieuse, comme regarder un décor de film être démonté après la dernière scène. Il n'était pas à la maison. Les lumières étaient éteintes. La porte du garage était à moitié ouverte. À l'intérieur, je pouvais voir quelques cartons empilés près du mur. J'ai continué à marcher. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre à mon tour, une seule phrase, il ne me reste plus rien à récupérer. Je ne l'ai pas envoyée, je l'ai juste pliée, je l'ai glissée dans le vieux livre creux et je l'ai scellée pour de bon. Quelques semaines plus tard, j'ai appris par quelqu'un de lointain. Ils avaient déménagé dans un autre état, un endroit plus petit, sans amis à proximité, sans liens sociaux. Ma sœur a emménagé avec un type qu'elle connaissait à peine et a cessé de répondre à leurs appels. Leur monde s'était finalement rétréci pour correspondre à la taille de leur choix.
Moi, j'ai recommencé à zéro. Vraiment, cette fois. J'ai rejoint un groupe de course à pied, je me suis remise à travailler en freelance et je me suis fait des amis qui ne posaient pas de questions sur ma famille parce que je n'en parlais pas. Plus besoin de les défendre. Plus besoin d'espérer qu'ils changent. Juste vivre. Une nuit, je me suis assise sur mon porche arrière, regardant le soleil disparaître derrière les arbres. C'était encore calme. Et j'ai réalisé quelque chose. L'histoire ne s'est pas terminée quand je les ai coupés de ma vie. Elle s'est terminée quand j'ai cessé d'attendre des excuses. Elle s'est terminée quand j'ai cessé d'avoir besoin qu'ils comprennent. Et dans cet espace où se trouvait la douleur, il y avait enfin de la place pour autre chose. La paix. Non pas parce qu'ils me l'ont donnée, mais parce que je l'ai construite moi-même. Et personne ne peut me l'enlever.